Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle, votre nouveau rendez-vous du dimanche dédié aux grandes affaires criminelles. Alors au sommaire de notre dimanche, c'est demain que débutera le procès de Cédric Jubilard. Question assez simple, Cédric Jubilard est-il innocent ou coupable? Et s'il est innocent, quelle autre version donnée à la disparition de Delphine Jubilard? On va reprendre tous les éléments de l'enquête ce dimanche pour que vous puissiez vous forger votre intime conviction. Et puis on va s'intéresser aussi ce dimanche à deux métiers très particuliers. Le métier de négociateur du RAID. Rencontre exclusive sur ce plateau entre le premier négociateur du RAID et la première femme négociatrice du RAID. Ils vont nous raconter leurs histoires et nous nous replongerons notamment dans la prise d'otage de la maternelle de Neuilly. C'était en mai 1993. Et puis comme tous les dimanches, dans le viseur de Guillaume Fard, Guillaume va s'intéresser au dernier rebondissement dans l'affaire Maddie McCann. La justice allemande marche-t-elle sur la tête? Cette semaine, le principal suspect dans cette affaire, un homme très dangereux, a été remis en liberté. Comment expliquer cette situation? Toutes les explications de Guillaume dans un instant. Soyez les bienvenus dans Histoire criminelle, chapitre 4. Et tout de suite, on va se plonger au cœur de l'enquête. Et on se plonge dans une enquête au goût d'inachevé, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard. C'est demain que le procès de Cédric Jubilard va démarrer et on va reprendre 4 ans d'instruction pour essayer de vous donner tous les éléments d'enquête que vous forgiez ce dimanche, votre intime conviction. Pour cela, évidemment, il nous fallait les meilleurs. Laura Donna, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous venez de réaliser un long documentaire sur l'affaire Jubilard pour le magazine 7 à 8. Il sera diffusé ce soir sur LCI, on va le revoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Damien Delceni, bonjour, chef du service police-justice du Parisien. Merci beaucoup d'être avec nous. Le Parisien qui, ce matin, fait un grand récit de l'affaire Jubilard. On le voit là, c'est passionnant de s'y plonger. On va reprendre également avec vous tous ces éléments d'enquête. Et puis, maître Jérôme Goudard, bonjour. Bonjour. Avocat pénaliste au bureau de Paris. Merci d'être avec nous. On va essayer de comprendre des éléments importants dans cette affaire. On n'arrête pas de parler d'un faisceau d'indices. C'est quoi un faisceau d'indices? Est-ce que c'est suffisant pour condamner un homme? Voilà les questions notamment qu'on va vous poser. On va donc reprendre cette enquête tous ensemble et avec nos téléspectateurs. Alors, comme dans une enquête, on va commencer par d'abord peut-être poser le contexte. Le couple Delphine, Cédric Jubilard. À quoi ressemble-t-il? On va regarder un premier extrait de votre doc pour remettre quelques éléments de contexte sur ce couple. Cédric Jubilard, plaquiste au parcours chaotique, plusieurs fois placé en famille d'accueil, a rencontré Delphine Ossaguel à la sortie de l'adolescence. Elle est devenue infirmière, ils se sont mariés en 2013. Le couple a 2 enfants, un garçon et une fille, et vit à Cagnac-les-Mines, sur les hauteurs d'Albi, dans cette maison que Cédric Jubilard a construite sans jamais la terminer. Cette fameuse maison où tout s'est peut-être produit et déroulé, on va évidemment y revenir. Laura Donna, c'est un extrait donc de votre doc 7 à 8. Vous avez interrogé pas mal d'amis de Delphine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce couple, il est assez hétéroclite. C'est des personnalités assez différentes. Oui, la famille et les amis de Delphine Jubilard disent que depuis le départ, ils se demandaient un peu pourquoi elle était tombée amoureuse de lui, qu'elle était posée, calme, toujours joyeuse, très attentionnée avec les enfants, et que lui, Cédric, a toujours été quelqu'un qui fumait des joints, qui avait pas de boulot stable, qui pouvait se montrer également violent avec les enfants. Donc c'est vrai que la famille de Delphine dit que depuis le départ, il pensait qu'elle perdait un peu sa jeunesse avec cet homme. Un couple plutôt mal assorti, on va dire, depuis le départ. Qu'est-ce qu'on sait, Damien, du parcours, du profil de Cédric Jubilard, qui va être passé au crible, évidemment, à partir de demain? Son parcours, on l'a dit, une enfance assez chaotique, des placements, et puis ensuite cette installation dans une vie familiale de couple, mais il y a sa vie professionnelle aussi à côté, qui est assez chaotique aussi. C'est quelqu'un qui fait des petits boulots, qui donne pas toujours extrêmement satisfaction. C'est quelqu'un aussi qui consomme beaucoup de stupéfiants, beaucoup de hashish.
Donc ça lui coûte de l'argent, forcément ça embrume un peu son esprit aussi, et effectivement il y a dans ce couple on a l'impression qu'il y a Delphine qui travaille dans une clinique, qui a une vie assez rangée, assez organisée, et lui à côté qui est un peu se cherche un peu dans des petits boulots, qui prend pas mal de stupes, qui souvent a du mal à finir ses fins de mois, qui d'ailleurs va se servir régulièrement sans tellement lui demander l'autorisation de la carte bleue de sa femme pour aller faire des retraits. Donc voilà, on est dans cette situation de quelqu'un qui est un peu précaire dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend, et à côté de ça une femme beaucoup plus organisée, beaucoup plus classique. Quand on vous entend, on se dit que l'évolution de ce couple est peut-être pas très très surprenante, c'est-à-dire qu'il y a des tensions qui apparaissent de plus en plus fortes, et puis on va aller, j'ai envie de dire, jusqu'au climax de ces tensions. Un extrait encore de votre documentaire, extrait des échanges SMS entre Delphine Jubilard et Cédric Jubilard. Les querelles sont fréquentes, comme en témoignent de nombreux échanges. Je vais vraiment me barrer et te laisser dans ta merde. Ta 307 de merde gêne. Si tu ne fais rien rapidement, c'est la fourrière. Je vais partir quelque temps. C'est plus la vie que je veux. Maison bidochon, voiture bidochon. Laura, ces documents, ils sont extrêmement intéressants parce qu'on voit que la manière dont on se parle dans ce couple, c'est qu'il n'y a plus d'amour. On est proche de la rupture. Oui, c'est assez étonnant. La famille et les amis disent que c'était tout le temps lui qui la rabaissait, qui la dénigrait, qui l'insultait. Mais dans les échanges à partir de juin-juillet, c'est presque, on dirait que c'est elle qui a pris le dessus. Elle a des mots très durs. Lui passe son temps à s'excuser platement pour cette histoire de voiture, qui est un peu le moment où vraiment dans les textos, c'est la première fois qu'elle évoque vraiment une séparation. Il lui dit qu'il va la reconquérir et il lui dit qu'il va faire des efforts, qu'il s'en veut d'être un boulet, qu'il est le connard de l'histoire. Et elle laisse plus rien passer. On sent qu'elle est à bout. Donc il tente de faire des efforts durant l'été. Elle, il y a à la rentrée, il y a quelques messages plutôt sympas de Delphine qui le remercie pour ses efforts. Et il y a un nouveau point de rupture en septembre quand il essaye de la géolocaliser. Parce qu'il l'espionne. Voilà, avec l'aide de sa mère. Et là, il y a un nouveau point de bascule où elle lui dit stop, maintenant je contacte un avocat. Et là, elle va engager des démarches pour un divorce. Et en parallèle de cette procédure judiciaire, pour qu'on fasse le tour de ce contexte, Delphine va s'inscrire sur des sites de rencontres. Elle va notamment, Damien, rencontrer un homme avec qui la relation va se nouer et avec qui elle s'imagine une autre vie, il faut être clair. Ah, elle fait plus que s'imaginer. Il y a des choses assez concrètes qui sont décidées. Une idée d'installation, de quitter Cagnac, d'acheter tout un tas de choses. Enfin, elle est déjà en fait dans cette vie-là. À un moment où elle va disparaître, il y a plus grand chose qui l'attache, à part évidemment ses enfants à Cagnac-les-Mines et à cette maison où elle cohabite en fait avec son mari. Ils dorment plus dans la même chambre. Les contacts sont à minima. En plus, elle travaille de la nuit, donc ils ont des horaires décalés, ce qui fait qu'ils se croisent quand même relativement peu. Et elle, on a le sentiment qu'à ce moment-là, effectivement, elle a pris cette décision de prendre un avocat, la procédure prend corps, et dans sa tête, elle est partie déjà, et dans les faits, on sent bien qu'on s'approche d'une vraie séparation de fait et de corps, en fait. Plus on approche du 15 décembre, on rappelle qu'elle disparaît dans la nuit du 15 au 16, vous le racontez très bien, le 15, son amant lui dit ma femme est d'accord pour divorcer. Autrement dit, ça y est, notre nouvelle vie, elle va pouvoir voir le jour. Maître, évidemment, je ne vous interroge pas sur cette affaire-là, puisque ce n'est pas la vôtre, et vous n'allez pas, évidemment, vous engager dans un dossier qui n'est pas la vôtre. Mais on a là, comme dans beaucoup d'affaires, une forme de mobile qui se dessine, un mobile sentimental, un mobile amoureux. Dans un procès aux assises, et vous connaissez ça parfaitement, il faut comprendre les choses. Donc il faut un mobile. Là, il y a un mobile. Quand on dit qu'il n'y a rien dans le dossier, il y a au moins un mobile. Oui, il y a un mobile. Il y a un mobile, mais il n'y a pas de preuve. Alors, il y a, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il y a des faisceaux d'indices. Faisceaux d'indices, qu'est-ce que c'est ? Ce sont, en fin de compte, des éléments qui posent question. Des éléments qui posent question et qui sont soumis à la contradiction. Voilà. Des éléments soumis à contradiction. On va rentrer dans tout cela parce qu'on va voir qu'il y en a effectivement plusieurs. Et on va s'interroger sur le faisceau d'indices. On a compris un couple assez différent dans sa constitution. Un couple en crise, au bord de la séparation. Et on arrive le 15 décembre, la nuit du 15 au 16 décembre. C'est 5 heures durant lesquelles Delphine va disparaître. On va reprendre la chronologie très précise parce que c'est extrêmement important.
22h55. Delphine écrit un SMS à son amant qu'on évoquait à l'instant. Elle lui dit « je t'aime ». Elle se couche. 4h du matin, Cédric, et là on est dans le récit de Cédric Jubilard, dit « je me réveille, il n'y a plus de Delphine dans la maison », donc il va envoyer des messages aux amis de Delphine pour tenter d'avoir des nouvelles. Est-ce que vous l'avez vu ou pas ? 4h09, ça va quand même très vite, il appelle le 17. 4h50, les gendarmes vont arriver au domicile du couple. Tout se joue dans ces 5 heures-là. Vous racontez très très bien, Laura, dans ce documentaire 7 à 8, quand les gendarmes arrivent dans cette maison, il n'y a pas de traces de sang, il n'y a pas de traces de bagarre. On voit quelques-unes des images de vos docs. Ce qu'ils constatent quand même, c'est qu'on est dans une maison en bazar, à minima. Oui, ils disent Capharnaüm, oui. À la limite de l'insalubrité, ils écrivent. Damien, c'est 5 heures. C'est la clé de tout. 5 heures, c'est à la fois très long et c'est en même temps très court. Alors c'est très long et très court. Il y a 2 autres données cette nuit-là, c'est qu'on est en confinement normalement, puisque c'est le premier jour du 2e confinement ou 3e, je sais plus. Enfin en tout cas il y a confinement et il y a quand même le fait que s'il quitte la maison, il y a quand même 2 enfants qui dorment dans cette maison. Donc cette scène, ils sont pas isolés tous les 2 dans cette maison. Il y a des enfants qui dorment. Donc effectivement c'est à la fois long et court, mais ce qui est assez intéressant à regarder, c'est un peu la façon dont il va alerter et les amis et les gendarmes, le discours qu'il peut avoir à ce moment-là, les mots qu'il emploie, l'attitude qui est la sienne. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote, mais qui est quand même, qui peut se raconter quand même, c'est que quand les premiers gendarmes arrivent, donc juste avant 5 heures du matin dans la maison, ils voient à travers la baie vitrée Cédric Jubilard avec un pyjama panda, c'est-à-dire un pyjama un peu fantaisie avec une capuche de panda, qui est affairé justement devant cette fameuse machine à laver dont on reparlera beaucoup. Et ils sont tellement surpris de cette scène, parce qu'ils sont censés arriver chez quelqu'un dont la femme a disparu, qui a pleuré au téléphone, qui semble en panique, et ils voient ce type avec ce pyjama, et ils se disent on s'est trompé d'adresse, on s'est trompé de maison, c'est pas la bonne maison. Et ils vérifient, et pourtant c'est bien là, et donc ils frappent, et ils rentrent à ce moment-là. Mais ça n'est qu'une anecdote de plus par rapport à d'autres, et c'est pas là-dessus qu'il est, c'est pas une charge contre lui, mais il y a dans ce qu'il fait cette nuit-là des choses qui pose vraiment question. Et d'ailleurs, dans les jours suivants, vous le racontez, il va pas être extrêmement mobilisé sur les battues pour tenter de retrouver Delphine. Il va rencontrer dès le mois suivant d'autres femmes. Alors évidemment, on ne juge pas et ça fait pas de lui un coupable. Mais maître, j'élargis la question. Quel poids pèse l'état d'esprit, le comportement, le profil psychologique et le comportement d'un individu dans un procès d'assises? Est-ce que les jurés sont sensibles au fait que cet homme, le mois d'après, il retrouve une femme? Bien sûr. Bien sûr. Les jurés, ils n'ont pas le même logiciel que les magistrats. Ils fonctionnent énormément au récit. Au récit et à l'émotion. Il y a pas de vérité. Vous savez, il y a des moments où on pense que tel ou tel juré va être plus rigoureux qu'un autre. En fin de compte, la vérité, c'est qu'il y en a pas. Les jurés sont imprévisibles. En revanche, ils sont extrêmement sensibles à ce récit, à la cohérence du récit, à l'attitude, au comportement de l'accusé dans le cadre de l'audience. Ils le sauront encore plus dans le cadre d'une audience qui va durer aussi longtemps que celle-ci, parce qu'on est sur plusieurs semaines. Donc oui, le récit, la chronologie de vie factuelle va énormément jouer sur le ressenti des jurés. Ça, c'est un élément important. Alors, on va en venir aussi à notre fameux faisceau d'indices, et on va vous réentendre en longueur là-dessus. Il y a des indices, il y a des faits dans ce dossier quand même. Le premier, peut-être Damien, c'est cette voisine qui dit avoir entendu, dans la fameuse nuit du 15 au 16 décembre, des cris, une dispute. Oui, et puis pas n'importe quel cri. Dans la déposition qu'elle fait, d'ailleurs, qui est corroborée par celle de sa fille, elle regarde la télé ensemble, et puis à un moment donné, elles sortent à l'extérieur. Alors, elles sont pas, c'est pas des voisins directs, mais c'est des gens qui sont dans le même îlot de bâtiment. Et eux, ils vont décrire, elles vont décrire des cris extrêmement prenants, c'est-à-dire qu'elles se disent elles-mêmes à un moment donné que ça leur fait peur et qu'il faudrait peut-être qu'elles aillent voir, mais qu'en même temps ça leur a fait tellement peur ce cri qu'elles sont pas en capacité d'y aller. Donc c'est pas un cri, c'est pas un seul cri, et c'est quelque chose dont elles se souviennent de par la peur que ça leur a transmis. Donc on a ce premier fait là qui c'est un témoignage, ça reste un témoignage dans un dossier, mais qui permet aussi de dater, de redater un peu ce qui se passe, parce que elles ont un témoignage très précis sur le moment où elles entendent ce cri, qui est aux alentours des horaires où on sait que les connexions de téléphoniques de Delphine se sont arrêtées. Donc ça permet d'avoir un premier élément factuel. Alors
un témoignage, qui reste un témoignage. Qui est peut-être doublé d'un autre témoignage crucial aussi dans ce dossier, c'est le témoignage de Louis, le fils de Delphine et Cédric. Il a 6 ans. On va revoir, extrait de votre doc 7 à 8, ce qu'il dit aux gendarmes lorsqu'il fait sa déposition, même pour un enfant de 6 ans, quand il raconte évidemment ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Je me souviens qu'ils se poussaient. Je les ai vus parce qu'en fait, j'étais descendue de mon lit. La porte était un peu ouverte et je regardais. J'ai entendu « Arrête-toi ». C'était maman qui disait ça. Quand ils se disputaient, ils étaient entre le canapé et le sapin. Ils se poussaient avec les 2 bras. Une fois papa et une fois maman. Alors ces propos de Louis, évidemment, la défense dit c'est un enfant de 6 ans. Il peut se tromper et après tout, une dispute de couple, ça fait pas non plus, là encore, un criminel. Mais évidemment, ça pèse. Et puis il va apporter d'autres éléments, Louis, ce que vous rappelez. Louis, il va expliquer que sa mère, ce soir-là, elle a ses lunettes. Ces fameuses lunettes qu'on va retrouver cassées avec des analyses qui vont dire il y a eu un coup, un impact, en gros un coup de poing qui a été donné sur ces lunettes. C'est Louis qui apporte cette information-là. Oui, il apporte cette information lors de sa 2e audition par les gendarmes. C'est 1 mois après la disparition. Les gendarmes le questionnent sur savoir est-ce que sa mère porte ses lunettes ce soir-là. Il dit oui. Il apporte aussi un autre élément très important, c'est qu'il décrit précisément que ses lunettes sont cassées. Il dit qu'elles sont fissurées et que ce qui tient encore la monture, ce qui permet à Delphine de les porter, c'est le verre. C'est le verre qui maintient cette monture. Ce qui permet aujourd'hui aux avocats de Cédric Jubilard de dire que ces expertises qui ont été menées sur des montures similaires mais neuves ne valent pas grand-chose puisque les lunettes de Delphine étaient déjà quasiment complètement cassées. Ce que vous dites est très intéressant parce que ça nous amène exactement à ce faisceau d'indices. C'est-à-dire que chaque élément, les avocats de Cédric Jubilard disent oui mais on fait des tests sur des montures neuves. C'est pas des montures de vieilles lunettes qui ont déjà été utilisées, donc ça se casse pas de la même manière. On le voit bien. Pas de corps, pas d'aveu, pas de trace ADN. On dit toujours que c'est la reine des preuves, la trace ADN. Là, on n'a rien de tout ça. On a ce fameux faisceau d'indices. C'est quoi un faisceau d'indices ? Tiens, quand on est avocat décision, on le définit comment ? Ce sont des éléments qui sont soumis à contradiction. Ça peut être des éléments à charge, comme ça peut être des éléments à décharge. Oui, par exemple, un témoignage, c'est un faisceau d'indices. Une trace ADN, c'est un faisceau d'indices. Alors je reviens juste sur l'ADN. L'ADN aussi se combat. Est-ce qu'on est sur l'ADN nucléaire ? Est-ce qu'on est sur du mitochondrial ? Enfin bref, il y a en fin de compte 99% des éléments dans un dossier qui soient pour ou contre l'accusé, ils se discutent. C'est extrêmement rare. Moi, je n'ai pas de mémoire d'un procès d'assises récent avec vraiment une preuve irréfutable. On parle de faisceaux d'indices, on parle de preuves plus ou moins solides, voilà, d'éléments plus ou moins solides, mais une preuve irréfutable, personnellement, là, comme ça, je n'en vois pas. C'est intéressant, parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de preuve irréfutable, c'est tout l'enjeu de ce dossier. Il y a un élément évidemment majeur, c'est où est Delphine ? Comment, en 5 heures de temps, le corps de Delphine a disparu ? Et là, on n'a quand même pas d'explication. On a fouillé des tas de zones. Alors, la téléphonie a indiqué des nouvelles zones, il y a eu les témoignages de Jennifer, l'ex-compagne. On n'a pas de corps. Qu'est-ce que, si c'est dans l'hypothèse de Cédric Jubilard présumé innocent, bien sûr, qu'est-ce qu'il a pu faire de ce corps ? Effectivement, il y a eu beaucoup. Mais ce qui est fou quand même, c'est que tous, là, vous connaissez parfaitement les annales judiciaires, les grands dossiers. Et c'est quand même, c'est un truc qui interpelle tout le monde. Où est ce corps ? Oui, alors à condition qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le retrouver. Alors la zone géographique est un peu particulière aussi. Cagnac-les-Mines porte son nom parce que il y a beaucoup de cavités, il y a beaucoup de trous, beaucoup de points d'eau. Alors il y en a plein qui ont été fouillés. On a mis des plongeurs, on a fait descendre des gens dans des anciennes mines pour essayer de trouver. Après, il faut juste réfléchir à une chose. Est-ce que l'acte qui est commis ce soir-là est un acte instinctif non préparé, ou est-ce que c'est quelque chose qui mûrit déjà depuis quelque temps ? Ce qui permet de dire que, ce qui est une des hypothèses d'ailleurs de l'accusation et des enquêteurs, qu'en réalité, Cédric Jubilard, il avait prévu un certain nombre de choses, et d'ailleurs peut-être prévu l'endroit où il allait faire disparaître le corps de Delphine. Si ça c'est prévu quelques jours ou quelques semaines avant, 4 heures ça suffit pour aller cacher un corps, le dissimuler profondément et définitivement. Mais ça, effectivement, encore une fois, on est dans une hypothèse puisque on ne sait pas où se trouve ce corps aujourd'hui. Et évidemment que pour les gendarmes, et pour l'accusation, c'est un problème parce que un corps, ça dit beaucoup de choses. Et surtout, ça aurait permis effectivement de sortir de ce autour de quoi on tourne depuis tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses dans ce dossier qui sont à charge. C'est indiscutable. Quand les avocats de Cédric Jubilard disent que le dossier est vide, c'est idiot.
parce que le dossier il n'est pas vide. On peut discuter après de chaque charge, on peut défendre, mais de dire que ce dossier est vide, c'est idiot. Il y a beaucoup de choses qui, mises bout à bout, racontent une histoire. On le disait tout à l'heure, c'est ce récit-là qui va être fait à la cour d'assises. C'est les mensonges de Cédric Jubilard, c'est ce qu'il a fait ou n'a pas fait cette nuit-là qui pose problème. C'est les témoignages autour. Mais évidemment, il manque le central, il manque le corps de Delphine. Vous allez réagir. Oui, il y a 2 points. Premier point, et vous l'avez noté, on peut potentiellement être condamné par la justice pénale française pour un meurtre, alors même qu'on n'a jamais retrouvé le corps. Ça, c'est le premier point. Ça peut sembler invraisemblable, mais c'est une réalité. Le deuxième point, on parle effectivement de récit. Alors, il y a le récit de l'accusation, parce que il est effectivement basé sur des faisceaux d'indices. La vraie question sera de savoir comment va s'articuler le récit alternatif de la défense. C'est ce que j'allais vous dire. Quelle autre thèse on propose ? Alors moi, bien sûr. Il faut en proposer une à des jurés ? Bien sûr. Il me paraît indispensable d'en proposer une. Le vrai travail de l'avocat, entre autres, va être de distinguer les éléments qui sont objectifs dans ce dossier, mais des éléments aussi qui sont sujets à discussion, qui sont sujets à interprétation. Il va falloir aller combattre les biais de confirmation des enquêteurs. Il va falloir aller contre-interroger les témoins qui ont pu donner des éléments à charge contre l'accusé. Il va y avoir plein d'éléments. Des experts. On voit des fois des experts dans les cours d'assises qui disent, ça vous paraît peut-être invraisemblable, qui disent tout le contraire de ce qu'ils ont écrit 3 ans avant dans le cadre de l'instruction. Donc, rien n'est joué. La seule vérité qu'on a aujourd'hui, c'est que rien n'est joué. Alors, on peut penser mais les 4 semaines qui vont se dérouler vont, à mon sens, peuvent apporter un certain nombre de rebondissements. On va finir avec vous, Laura. Vous qui avez repris toute cette enquête de A à Z, quelle impression elle vous laisse à la veille de ce procès ? Elle me laisse comme impression qu'effectivement il reste encore une énorme part de mystère, qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer encore à l'audience et que c'est marquant de voir effectivement les avocats de Cédric Jubilard qui répètent depuis 4 ans que le dossier est vide, alors que effectivement il y a une enquête qui a quand même été monumentale, avec effectivement beaucoup d'éléments qui peuvent évoquer beaucoup de soupçons, mais effectivement le travail des avocats de Cédric Jubilard, c'est de dire que chaque élément pris de manière isolée n'est pas probant. Après effectivement il faudra évaluer la cohérence de tous ces éléments mis bout à bout. Et on sait que dans un procès d'assises il peut y avoir des surprises. C'est aussi tout le jeu des assises. Ce procès va être quelque part très novateur sur un point. Il y a pu avoir par le passé des procès avec l'absence de corps et des fois même avec des condamnations. La grande différence, c'est que ce sont des procès qui remontent à très longtemps. On n'était pas du tout dans cette société médiatique, on n'était pas du tout dans l'époque des réseaux sociaux. Les jurés ne vont pas arriver quelque part avec un regard, j'ai envie de vous dire, pur, comme il y a 20 ans par exemple. Ils vont arriver quelque part avec une vision qui pourrait potentiellement être biaisée de par les TikTok, de par les chaînes d'infos continues, parce que l'information est beaucoup plus importante aujourd'hui. On attend près de 300 journalistes pour couvrir ce procès, qu'on lira évidemment dans Le Parisien. Votre documentaire 7 à 8, on le retrouve ce soir sur LCI en intégralité à 21h. Passionnant à la veille de ce procès de se replonger dedans. Merci beaucoup d'être venu. Merci aux équipes de 7 à 8, d'Éléphant et compagnie. Maître, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous dis à bientôt sur ce plateau. Tout de suite, on va se plonger dans le viseur de Guillaume Farr. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. On va se plonger dans une affaire que tous les Français connaissent, l'affaire de la petite Maddie McCann avec les derniers rebondissements de la semaine. Avant d'en venir d'ailleurs aux derniers éléments, peut-être rafraîchissez-nous la mémoire sur l'affaire Maddie McCann. Tout se passe il y a 18 ans, on est le 3 mai 2007 et si vous vous en souvenez, Maddie, cette petite fille est britannique, ses parents sont médecins, ils sont partis en vacances au Portugal, ils séjournent dans un hôtel et un soir ils vont décider d'aller dîner alors pas très loin, à une centaine de mètres à peine, et ils laissent la petite Maddie dans sa chambre, couchée,
coucher. La maman fait des allers-retours réguliers pour vérifier que tout va bien, sauf que lors d'un de ces allers-retours, elle se rend compte que la petite Maddie a disparu. Elle donne évidemment l'alerte, et là, il y a un retentissement international très puissant. La presse britannique se mobilise. Dans l'Europe entière, on s'intéresse à cette affaire. Il y a même des dons massifs qui affluent pour aider la famille. Famille qui sera suspectée. Ouais. Les parents vont être suspectés par la police portugaise. En septembre 2007. Alors, au mois de septembre, ils seront définitivement mis hors de cause en 2008. Et on est maintenant 18 ans plus tard. Il y a un suspect qui lui est apparu en 2020, mais cette affaire est toujours non élucidée. Ce suspect, c'est cet homme, effectivement, 2020, Christian Bruckner. Qu'est-ce qu'on sait de lui ? C'est un Allemand, il a 47 ans et il a un lourd passé judiciaire pour différents faits. Alors des faits qui sont de nature délictuelle comme des vols, mais aussi des faits à caractère sexuel comme la détention d'images pédopornographiques. Et puis surtout, en 2005, le viol d'une touriste américaine âgée de 72 ans au Portugal. C'est d'ailleurs pour ces faits-là qu'il a purgé une peine de prison en Allemagne. Et en 2007, quand la petite Maddie disparaît, il est au Portugal. Il n'est pas très loin de l'hôtel où résident les parents, et son téléphone portable va borner à proximité, ce qui en fait pour les Allemands le suspect numéro 1 dans l'affaire de la petite Maddie. Mais il n'y a pas de preuves sur le plan médico-légal. Il n'y a pas d'ADN, par exemple. Mais les soupçons qui pèsent à son encontre sont quand même particulièrement lourds. C'est là où on se dit que peut-être que la machine marche un peu sur la tête, parce que c'est le principal suspect d'une extrême dangerosité. Et cet homme, Christian Bruckner, il a été libéré cette semaine. Et oui, parce que le droit allemand est un peu aussi comme le droit français, très respectueux des droits et libertés fondamentales, et qu'une fois que vous avez purgé votre peine, on ne peut pas vous retenir pour une autre affaire dans laquelle votre culpabilité n'est pas démontrée. En clair, il a purgé sa peine pour le viol de cette touriste américaine âgée de 72 ans, je le disais, et donc il est effectivement sorti. Le procureur de Brunswick est quand même assez mal à l'aise, parce qu'il reconnaît que c'est un homme qui reste dangereux, en plus d'être suspecté dans l'affaire de la petite Maddie. Alors il a pris toute une série de mesures, bracelet électronique, retrait du passeport, surveillance policière, suivi d'un certain nombre d'allées et venues, mais toujours est-il que depuis le 17 septembre dernier, donc depuis mercredi dernier, cet homme est bel et bien libre. Et on va suivre évidemment ce qui va se passer maintenant dans l'affaire Maddie McCann. Merci beaucoup Guillaume, dans le viseur de Guillaume Farr tous les dimanches, évidemment dans Histoire criminelle. Et avec Guillaume, on va rejoindre nos grands témoins. Grand témoin de la semaine, 2 très grands noms, c'est une fierté, un honneur que de vous avoir avec nous, 2 très grands noms du RAID, le RAID qui va fêter ses 40 ans dans quelques jours, on va en parler avec Guillaume évidemment, et on a choisi de s'intéresser à un métier très particulier du RAID, le métier de négociateur. Tatiana Briand, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes la première femme négociatrice du RAID, vous l'avez été de 2004 à 2017, vous êtes auteur de La Voix du RAID, chez Mareuil Éditions, vous êtes commandant de police, et à vos côtés, Michel Marie, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes le premier négociateur du RAID. Vous avez exercé ces fonctions de 1991 à 2000. Merci beaucoup à vous deux. On va rentrer dans vos histoires, dans vos confidences, dans la manière dont vous avez appréhendé ces hommes, ces femmes avec qui à un moment il a fallu négocier dans les moments, les pires conditions qui soient. Mais d'abord, c'est une rencontre un peu inédite. Vous ne vous étiez jamais rencontrés. Oui. C'est la première fois que vous vous retrouvez sur ce plateau. Et pour commencer, il faut qu'on remonte un peu dans les archives peut-être de Paris Match. Pourquoi ? On va revoir cet article de Paris Match, et Tatiana Briand, ça va évidemment vous parler. Article de Paris Match avec un article qui porte sur un certain Michel Marie. Regardez, c'était vous, je suis négociateur du RAID. Vous racontiez votre métier à ce moment-là. C'est comme ça, Tatiana Briand, en lisant Paris Match un jour, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire ? Oui, exactement. Alors, juste pour resituer, je suis la deuxième en réalité, puisque notamment l'article va aussi évoquer la présence de la première négociatrice du RAID. Mais oui, c'est la découverte de cet article qui va véritablement bouleverser un peu mon avenir, puisque moi je suis en train de faire des études de droit, je suis juriste de formation, je me destine à l'avocature, et en fait la découverte de cet article va littéralement va me faire changer de voie, et je décide de rentrer dans la police nationale pour pouvoir être négociateur au RAID. Vous avez fait le même métier, vous ne vous connaissiez pas, et vous allez nous raconter vos histoires. Peut-être avant de rentrer, on va rentrer évidemment dans l'une des histoires emblématiques pour chacun d'entre vous, et notamment l'histoire de la maternelle de Neuilly en 93. Mais Michel Marie, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui connaissent peut-être pas ce métier de négociateur, c'est quoi être négociateur au RAID ? C'est un petit peu ce qu'on appelle l'arabesque latérale de Peters. Alors c'est un truc bien compliqué pour dire qu'on est une structure qui appartient, mais qui est
un petit peu extérieure. Alors, on y arrive un peu par hasard, mais aussi par peut-être appétence ou compétence, on va rester modeste, parce qu'au départ, si vous voulez, j'étais responsable de la section technique du RAID. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il y avait une section d'intervention, une section de filature et une section technique. Et cette section technique, elle avait pour effet, pour but, d'aller chercher l'information dans les situations de siège, forcenés, prise d'otages et autres. Donc, prendre la température, voir ce qui s'y passait, filmer de jour comme de nuit et écouter ce qui se passait à l'intérieur. Parce que sans ces informations-là, on ne peut pas avancer. Les militaires ont coutume de dire, il y a deux phases. Il y a l'action militaire et puis le renseignement. Ben nous, c'est la même chose. Nous, l'action, c'est plusieurs choses en même temps, y compris la négociation, mais c'est aussi le renseignement qui va nous permettre de ne pas aller dans le mur. Et pour comprendre parfaitement ce que vous avez fait, on va rentrer dans vos histoires personnelles dans un instant. Vous bougez pas, on parle de la maternelle de Neuilly, on parle de votre première négociation aussi sur le terrain et de ce que vous avez vécu de ce métier. On se retrouve tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur le plateau d'Histoire criminelle. Avec nous, 2 négociateurs du RAID. Un métier très à part et on va vous l'expliquer avec des cas concrets. Notamment l'une des grandes affaires, Michel Marie, dont on a beaucoup parlé. 1993, 13 mai précisément, prise d'otage dans une maternelle à Neuilly. Cet homme, Eric Schmitt, qui a pris une vingtaine d'enfants en otage, est surnommé Human Bomb parce qu'il est ceinturé d'explosifs. Ça va durer 4 jours. Regardez cet extrait du journal télévisé du 14 mai 1993. Dans la rue, chacun tente de déchiffrer les moindres entrées et sorties, spécule sur la fatigue d'un homme qui n'a donc pas dormi depuis 24 heures, qui a, semble-t-il, des exigences précises. Le ministère de l'Intérieur évoque à ce moment une évolution favorable. Le preneur d'otages serait toujours calme, déterminé. Dans l'après-midi, un policier du RAID et une femme iront chercher pour lui café, sucre, eau et des bonbons. Alors l'évolution, Michel Marie, elle aura été moins favorable. Comment vous rentrez en contact avec cet homme qui n'a pas vraiment envie de communiquer au départ, hein. Il envoie des petits mots écrits. Il n'a pas du tout envie de communiquer, hein. D'ailleurs, il a mis sur la porte d'entrée de la salle de classe, si vous entrez, je vais tout sauter. Bon, on sait très bien que c'est pas... Aussi. Enfin, quand même. Et d'ailleurs, était entré juste avant nous, enfin avant moi, le directeur départemental local, on va dire. Donc, c'est difficile parce qu'il refuse de parler, il est un peu dans la pénombre, on ne voit pas son visage, donc définir à qui on a affaire, c'est évidemment pas évident. Et... j'essaye de forcer un peu la main. Mais je vois bien que ça marche pas. Ça veut dire quoi, ça a forcé la main ? C'est-à-dire que, comme il veut pas, je vais lui imposer une manière de faire. Je dis, bon, voilà, alors, vous voulez pas discuter, c'est pas grave, je vais sortir, je vais revenir avec un téléphone pour qu'on puisse discuter, et je rentrerai dans la pièce de la même manière, en frappant, et je me présenterai sans arme. Et comme il parle pas, il n'y a pas de réaction. Et c'est ce qui va se passer un quart d'heure après. Je reviens avec un téléphone, lequel téléphone va nous permettre d'entrer en communication, pas avec lui, mais avec l'institutrice, qui va nous tenir informés de ce qui se passe. Ouais. Et ce téléphone dispose aussi d'un système qui permet un peu de savoir ce qui se passe à l'intérieur, évidemment. Voilà. Ce qu'il faut peut-être aussi dire dans le contexte de l'époque, c'est que c'est une négociation à plusieurs voix, ce qui aujourd'hui serait moins habituel, parce que quand vous allez prendre contact avec lui, il y a aussi, je me souviens, un conseiller de Charles Pasqua, dont la fille est scolarisée dans cette école maternelle, qui prend sa voiture, qui bondit sur place à Neuilly, qui voit le chef du RAID, il lui dit bon, maintenant je rentre dans la salle de classe, et il va parler au preneur d'otages en tant que parent d'élève d'une otage. En 2025, on n'imagine plus ça du tout comme ça. Non, faut reconnaître qu'à l'époque, c'était un petit peu chaotique. Et il y a eu pléthore de négociateurs ou de pseudo-négociateurs ou d'étiquetés négociateurs. Conseiller de Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, on va voir les images, qui va lui-même aller chercher des enfants dans cette école et s'engager en tant que maire de Neuilly dans cette prise d'otage. Un journaliste de TF1, le procureur M. Lyoncan, il y a eu beaucoup de monde, et la part de négociation réelle dans l'histoire, elle est finalement relativement faible. M. Sarkozy a effectivement négocié, ça c'est vrai, et M. Lyoncan également, qui a eu un rôle qui était assez marquant, assez fort, parce qu'il est entré pile poil, j'ai envie de dire, dans le schéma qu'attendait un individu comme HB, qu'il faut bien dire avait une structure un peu psychorigide, pour pas dire paranoïaque, et le paranoïaque s'entend bien, si vous voulez, avec quelqu'un qui respecte le calme, la force,
les tempes grisonnantes, ça fonctionne bien avec lui. Dans vos histoires et dans le poids de votre rôle, c'est évidemment de gérer, vous, à ce moment-là, des enfants avec un homme qui peut se faire sauter et tuer tout le monde. Vous, l'une de vos affaires qui vous a marqué, si vous allez nous la raconter, c'est dans les Yvelines, un homme retranché avec ses enfants, là encore, prêt à tuer tout le monde. Racontez-nous. Alors oui, elle est marquante de mon point de vue parce que c'est une de mes premières affaires, donc forcément ça marque toujours un peu. On est à une époque où on a encore des éléments précurseurs, donc je fais partie des éléments précurseurs et je vais arriver assez tôt avant la colonne d'intervention. Et donc on est sur un homme qui vient d'être libéré de prison, qui a une interdiction d'approcher le domicile. C'est quelqu'un qui est malade puisqu'il a eu le sida. Et donc évidemment la première chose qu'il va faire dès qu'il va sortir de prison, c'est qu'il va se rendre à son domicile. Donc il va s'en prendre violemment à sa femme et ensuite il va la laisser sur le palier. Donc elle va être récupérée par les pompiers, elle va donner l'alerte. Et à ce moment-là, on a un homme qui est retranché dans un appartement au 4e étage. Il est armé et donc il menace de défenestrer ses enfants si la police intervient. Et donc nous on arrive dans ce contexte-là avec des primo-intervenants, donc la sécurité publique qui nous dit quand on arrive qu'il y a un contact particulièrement dégradé, que l'homme est très virulent, qu'il ne veut pas parler à la police, qu'il est très insultant. Donc il ne veut pas parler à la police, dit parlez-lui, il est insultant. Ça c'est assez commun, j'ai envie de dire, dans nos métiers. Rares sont ceux qui nous accueillent avec des fleurs. Donc on s'attend à cette rigidité-là. Ce qui va plus nous inquiéter, évidemment, c'est le fait qu'il soit retranché avec 2 enfants. Et à ce moment-là, il va se mettre à vociférer, vraiment à crier. Et donc là, je précise à mon chef de service qu'il faut malgré tout le prendre à la voix parce que évidemment, quand quelqu'un n'est pas contenu, ce qui lui reste potentiellement, c'est l'action. Donc l'idée, c'est quand même de le maintenir et de l'occuper. Et donc le contact va être pris et au bout d'un quart d'heure, il va se calmer. Et qu'est-ce que vous lui dites ? Alors justement, c'est l'avantage qu'on a quand on est négociateur, c'est qu'on est formé justement à ce contact-là, donc à comprendre quelles sont les émotions qui sont en place, quelle est la dangerosité de l'affaire. On lui dit d'abord qu'on le comprend ? Évidemment. Alors qu'on comprend, ça dépend. D'abord, pour comprendre, il faut qu'on soit en capacité, effectivement, de connaître un morceau de l'histoire et évidemment de l'écouter. Donc, notre métier, c'est déjà de se faire accepter dans le contact et ensuite de l'inviter à nous donner des éléments, ce qui va peut-être nous permettre de comprendre ce qu'il est en train de vivre. Et c'est exactement ce qu'on fait. Déjà, la première chose, quand on a un individu qui est particulièrement énervé, c'est justement de faire baisser un peu cet état d'énervement. Donc, on fait chuter un petit peu la pression, on stabilise un peu les émotions et on lui donne toute la latitude à parler. Donc on est là pour comprendre ce qui est en train de se produire et donc on l'invite à nous expliquer. Vous êtes formé évidemment à cela, vous le rappelez. Alors évidemment, un chirurgien qui opère à cœur ouvert, il a la vie de quelqu'un entre ses mains. Vous, c'est pareil. Comment vous gérez votre propre stress, votre propre pression? Certes, on vous l'apprend, mais entre l'apprentissage et se retrouver face à un homme qui est ceinturé d'explosifs, à un homme qui a ses enfants, qui peut faire sauter une vingtaine d'enfants, comment vous gérez vos propres émotions? Si je peux me permettre. Oui. L'angoisse, l'inquiétude, la peur, appelons ça comme vous voulez, on l'a au début. Et à partir du moment où on entre dans l'action, c'est bizarre que ça puisse paraître, ça disparaît complètement. Donc, je ne vais pas vous parler de gestion du stress, c'est pas vrai. Il n'y a pas de. On fait ce pourquoi on est là et on essaye de le faire du mieux possible. Et c'est assez étonnant, mais c'est vrai. Quand vous gérez la maternelle de Neuilly, il y a 15 personnes autour de vous qui viennent vous demander, vous dire tiens, tu devrais faire ça. Ça se passe comment ? Ça, c'est pénible. C'est pénible au point que souvent, on va diviser le PC communication, négociation en deux. On va faire une sorte de leurre, si vous voulez. Un endroit où on va faire venir ces gens qu'on ne peut pas éviter, dont on ne peut pas faire l'économie. Et puis, on va mettre à côté, dans un endroit un peu plus discret, juste l'équipe qui va entrer en communication et qui va discuter. On va scinder les deux. C'est pas possible de travailler avec des supérieurs, des journalistes ou je ne sais quoi autour de vous qui regardent au-dessus de votre tête ce que vous êtes en train de faire. C'est pas possible, ça. Il y a votre calme, votre sang-froid, votre formation, et puis il y a votre voix. Votre livre s'appelle La Voix du raid. La voix, à ce moment-là, elle dit tout. Alors vous avez une voix féminine, c'est une voix différente d'un homme. Ça vous a aidé par moments, vous en avez joué, ça vous l'utilisez, ça change quelque chose ? Le fait d'être une femme ? Oui. Alors, le fait d'être une femme a pu effectivement parfois être un avantage dans certaines situations. Après, l'idée, c'est indépendamment de mettre un homme ou de mettre une femme, la question qu'on va véritablement se poser, c'est
quel est l'interlocuteur idéal pour cette situation-là, sachant que parfois on n'aura pas le choix, et quand on n'a pas le choix, il faut qu'on fasse avec. Vous parlez de la voix, c'est extrêmement important. La voix, ça fait partie de ce paraverbal, et c'est important parce qu'il y a énormément de choses qui passent par la voix, et notamment nos émotions, l'intention dans la voix s'entend, le calme, le stress, tout ça s'entend. Donc, et comme c'est particulièrement communicatif, on va poser notre voix justement pour pouvoir rentrer en interaction et poser nos interlocuteurs. Parce qu'il y a le stress évidemment que vous pouvez avoir par rapport au fait qu'il y a le forcené ou le preneur d'otage, mais il y a aussi la pression qui est parfois un peu amicale qui se joue derrière vous, parce que vous êtes une femme mais avec une colonne d'assaut composée d'hommes qui a parfois envie de se dire bon, maintenant on casse la porte, on rentre, et vous les faites patienter. Et comment vous gérez ça, parce que vous devez gérer certes le forcené mais aussi parfois vos collègues. Alors quand c'est un homme ou une femme, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que quand on négocie, nos collègues n'interviennent pas. Donc cette tentation est grande de vouloir intervenir, ce qui est un peu normal puisque c'est l'objectif de leur fonction. Donc ça s'entend. Mais alors ça se travaille, c'est-à-dire que c'est une unité qui n'intervient que sur l'événement. Il n'intervient pas tous les jours, et heureusement. Donc le reste du temps, on passe notre temps à s'entraîner ensemble. Et donc, on est en unité constituée. Les négociateurs sont partie intégrante de l'unité et travaillent systématiquement avec les colonnes d'intervention. Donc on joue, entre guillemets, ce temps aussi dans les exercices pour comprendre qu'à un moment, il y a le temps de la négociation et puis il y a le temps de l'intervention. Et on est dans des temporalités qui sont particulièrement différentes. On est, nous, les négociateurs, sur des temporalités plutôt longues, l'intervention sur des temporalités plutôt fugaces. Donc l'idée, c'est, est-ce qu'on met une intention de négociation ? Pourquoi et combien de temps ça va prendre, mais ça on n'en sait rien. Donc c'est d'accepter le fait que parfois ça puisse prendre un peu de temps. Michel-Marie, est-ce que ça vous est arrivé un jour de parler avec quelqu'un que vous essayez de raisonner, de lâcher un mot et de vous dire j'aurais pas dû dire ça, c'était pas le bon mot, c'était pas ça qu'il fallait dire? Disons que ça a failli. Je l'ai pas fait, mais j'en étais pas loin. C'est quelqu'un qui veut se suicider, sa femme est partie, évidemment, avec son meilleur ami. Et puis là, ce qui me vient à l'esprit, c'est une bêtise, c'est du genre, de toute façon, une de perdue, il t'en reste 9. Je l'ai pas dit, mais j'étais à 2 doigts de le faire. Non, faut faire attention à ce qu'on dit, comment ça va être interprété, évidemment, et ça, c'est très très délicat. Moi, je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Tatiana, c'est que la négociation, on s'imagine que c'est, évidemment, avec le type qui est en face, le forcené, le preneur d'otage. Mais il y a une part énorme de la négociation qui est en interne, avec nos propres collègues ou avec les autorités. On y va, on n'y va pas. Ça, c'est très difficile. Et qu'on explique pour les téléspectateurs. En gros, il y a la pression permanente de on y va, on envoie une colonne d'assaut, on défonce la porte et on l'arrête et on le neutralise ou on lui parle. Exactement. Et l'histoire nous a montré, de manière vraiment flagrante et caricaturale, que cette opposition entre le négociateur et les forces d'intervention, c'est dramatique. 2 exemples. Le film Le Négociateur, qui est sorti il y a quelques années, et surtout l'affaire de Waco. D'ailleurs quelques mois avant l'affaire de Neuilly, qui s'est soldée par 80 morts, 51 jours de siège, et le summum de ce qu'il ne faut pas faire. Au point qu'aujourd'hui, ils se servent, les Américains, de cette affaire-là, pour expliquer aux petits jeunes qui arrivent, attention les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'était passionnant de vous entendre, de vous avoir tous les deux l'un à côté de l'autre. On est ravis de vous avoir présenté finalement et que ce soit passé sur le plateau d'Histoire criminelle. Un grand merci d'être venu nous voir. Merci Guillaume. Le RAID, je le disais, l'anniversaire dans quelques jours. Un livre à cette occasion, les 40 ans du RAID. C'est votre livre, Guillaume. On a le droit de se faire un tout petit peu d'autopromo. Tous les droits d'auteur vont à l'association des Dos Argentés, qui est l'association qui vient en aide aux blessés, aux familles des membres du RAID. Le RAID, 40 ans d'action. Il faut l'acheter parce que ça va effectivement aux associations. Guillaume, comme ça, c'est fait. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Histoire criminelle.